C'est parti pour les consultations nationales sur l'éducation, la santé et au bien-être. La rencontre de 2 jours vise à échanger sur les données collectées en matière de santé et de la reproduction. Ces consultations mobilisent toutes les parties prenantes dans la prise en charge des enfants en milieu scolaire. Modernisation de l'administration malienne. Le ministère en charge de la question privilégie les adresses électroniques domestiques, notamment le .gouv.ml. Le but, la sécurité des données et la confidentialité dans la communication gouvernementale. Ce matin, des adresses professionnelles ont été mises à la disposition des chargés de communication des départements ministériels et des institutions de la République. Un grand format de ce 20h, une question: quel est le rôle des langues nationales dans la lutte contre l'analphabétisme, mais aussi dans le développement du pays et la cohésion sociale? Réponse avec Fademba Keïta dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Marché de l'UEMOA, lever un emprunt obligataire. De quoi s'agit-il concrètement? Explication d'un concept complexe à suivre dans la chronique Un jour, une formule. Ce sera avec Soribarema Keïta. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir. Ouverture ce matin à Bamako des travaux de consultation nationale sur l'éducation, la santé et au bien-être. La rencontre mobilise toutes les parties prenantes dans la prise en charge des enfants en milieu scolaire. Les participants échangent sur les données collectées au cours des enquêtes démographiques en matière de santé et de la reproduction. Le compte-rendu est signé Modibo Mariko. Une meilleure exploitation future du potentiel humain pour le développement d'un pays passe aussi par une prise en charge efficace des jeunes. Cependant, de l'analyse des données démographiques d'éducation à la santé des enfants de notre pays, il ressort que l'offre de services est loin d'être satisfaisante. 91,6% de la tranche d'âge de 15 à 19 ans des femmes n'ont jamais parlé de planification familiale, ni avec un agent de santé, ni dans un établissement de santé. Le pourcentage de 15 à 19 ans ayant eu une IST au cours des 12 derniers mois est de 31,6% contre 11,6% chez les hommes. Chez les femmes de la tranche d'âge de 15 à 19 ans, 44,7% n'ont aucun niveau d'instruction. Il s'agit de prévenir, entre autres, les grossesses précoces et non désirées des jeunes et adolescents, le VIH et SIDA et les autres IST, la consommation de substances psychoactives en milieu scolaire et les violences basées sur le genre au milieu scolaire. Il s'agit pour renverser la tendance d'analyser les données et de proposer des solutions en vue d'améliorer la santé et le bien-être en milieu scolaire. Et cela conformément à un engagement des États africains pour leur population. L'objectif principal de la consultation nationale est donc de recueillir des données sur la santé en milieu scolaire en mettant l'accent sur la santé de la reproduction et de formuler des recommandations de fond auprès de toutes les parties prenantes et de dégager une feuille de route pour un sommet régional. Je puis vous assurer de mon entière disponibilité pour la mise en œuvre des résolutions qui vont sortir des travaux de cette consultation nationale. Pour aboutir à une feuille de route, expression de l'engagement national pour la cause des adolescents et des jeunes, la rencontre s'est fixée comme objectif de rassembler toutes les parties prenantes dans la prise en charge des enfants. Elles auront ainsi 2 jours pour analyser et valider les données en matière de santé et de bien-être des jeunes. Les directeurs généraux de l'ensemble des hôpitaux du Mali ont signé ce matin un contrat de performance avec la ministre en charge de la Santé. La convention s'articule autour des indicateurs précis tels que la bonne gouvernance, la gestion financière, l'hygiène et le climat social. C'est dans le souci d'une amélioration de la qualité des soins de santé selon le ministère en charge de la Santé. Adama Djimde. Ces signatures lient individuellement tous les directeurs généraux des hôpitaux à la ministre de la Santé et du Développement social, Djaminotou Sangaré. L'objectif est d'appuyer la mise en œuvre de la loi hospitalière et renforcer la performance de ces établissements. Pour cela, le gouvernement s'appuie sur un certain nombre de leviers, offrir des soins de santé de qualité,
assurer la prise en charge des indigents et mettre en place un mécanisme de financement de la demande de soins, d'où l'importance de ce contrat. Nous avons ciblé 5 indicateurs principaux sur lesquels les directeurs vont travailler pour améliorer la performance des hôpitaux dont ils ont la charge. Comme indicateur que nous avons ciblé, il y a la gouvernance, il y a le climat social, il y a l'hygiène, il y a la gestion financière et dans ce contrat, il y a également l'accompagnement, bien sûr, du département. Première du genre, cette démarche du gouvernement est saluée par les managers des hôpitaux. C'est une très bonne initiative. C'est un contrat qui va booster l'effort des administrateurs que nous sommes en vue d'améliorer la qualité des prestations au niveau des différentes structures. Les partenaires du Mali apprécient cette initiative qui renforce la confiance de part et d'autre. Il y aura toujours un cadre de collaboration et surtout dans le cadre de suivi de ces indicateurs. Au niveau de l'OMS, on continue tant bien que mal à apporter un certain nombre d'appuis et donc d'équipements à travers lesquels il y a quand même quelques hôpitaux ici présents qui ont bénéficié de certains nombres de concentrateurs d'oxygène. Au total, c'était 200. À terme, chacun sera évalué et la ministre appréciera la suite à réserver. Santé toujours avec la célébration ce jeudi de la journée mondiale de la kinésithérapie. C'est une discipline paramédicale qui prend en charge les différents aspects des troubles fonctionnels. En célébrant cette journée, le Centre Père Bernard Verspiren, voilà, j'y parviens, entend promouvoir et valoriser la profession de kinésithérapie. Le point est avec Barakisa Ouattara. Le kinésithérapeute, c'est le spécialiste qui travaille sur différentes formes de rééducation, de renforcement musculaire, de mobilité et d'endurance d'un patient. La profession de kinésithérapie traite donc tous les troubles de mouvement. Notre but de cette journée, c'était faire une sensibilisation sur la kinésithérapie. La kinésithérapie qui est une activité de prise en charge d'une personne qui est en déficience physique, et aussi ça nous a permis aussi d'exposer avec certains labos le matériel que nous utilisons pour la rééducation des personnes en situation de handicap. Pour cette journée, le Centre Père Bernard Verspiren s'est plutôt focalisé sur la spondylarthrite ankylosante et l'amputation des membres inférieurs, des affections qui nécessitent la kinésithérapie. Ce choix pour la spondylarthrite est dû à la prise en charge que le kiné doit faire après le médecin. D'accord ? C'est une prise en charge qui intervient en termes d'appareillage qu'on peut faire au niveau des corsets, qu'on appelle communément aide technique, et au niveau aussi de la posture, comment la personne doit s'arrêter, faciliter sa posture. La kinésithérapie est donc une lourde branche de la médecine et son champ d'intervention est très vaste. Elle intervient dans la traumatologie, la neurologie, la pneumologie, la cardiologie, la pédiatrie, la gynécologie obstétricale pour ne citer que celle-là. Et le point Covid du jour à présent ce jeudi. Les services de santé ont enregistré 86 nouveaux cas positifs sur 1024 tests réalisés. On note 54 guéris et pas de décès. À ce jour, 310 patients sont placés sous traitement. La messagerie gouvernementale doit s'opérer sur une plateforme spécifique privilégiant les adresses électroniques domestiques. La sécurité des données et la confidentialité dans la communication gouvernementale en dépendent. C'est en vue d'opérationnaliser cette messagerie publique nationale que les chargés de communication du gouvernement et d'autres institutions de la République sont invités à l'utilisation du .gouv.ml, une action du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Al-Husseini Touré. Le ministre en charge de la communication pose ainsi symboliquement le geste qui va largement contribuer à la modernisation de l'administration indépend de ses attributions ministérielles. En effet, les chargés de communication des départements ministériels, de la présidence et de la primature seront, grâce à l'utilisation du gouv.ml, un puissant vecteur dans l'utilisation des outils modernes de communication. Digitalisation et dématérialisation sont donc le chemin obligé pour parvenir à une meilleure utilisation et une meilleure gestion de nos données. Lancé dans cette même salle
nouvellement aménagées et équipées en 2007. Ces solutions viennent connaître de profondes mutations sous l'impulsion des autorités de la transition qui ont fait et font de la souveraineté numérique du Mali l'une des priorités du moment. C'est dans le cadre du renforcement de cette souveraineté que l'agence a entrepris, sous l'égide du département, le rapatriement de la gestion technique du nom de domaine du Mali, le .ml, dont le processus sera achevé à la fin du mois de mars 2023, selon un chronogramme proposé par l'AGITIC et validé par toutes les parties, départements, société civile et Mali-Dili, ainsi que IANA à travers ICANN. Cet atelier de formation s'inscrit donc dans une volonté de l'État d'assurer sa souveraineté pleine et entière en matière notamment de protection et d'utilisation des données et de la messagerie nationale. Et qu'il importe pour nous qui poursuivons au nom de la transition la souveraineté numérique d'imaginer et de créer un cadre efficace, efficient, pour que toute information qui concerne l'administration malienne, qu'elle soit dans le domaine de la sécurité, le domaine économique, le domaine de l'information, que cette information soit gérée de façon à sécuriser son origine et sa distribution, mais à travers vous et à travers les éléments qui seront mis à votre disposition. Donc l'objectif visé, c'est de bâtir une infrastructure propre à notre pays, une infrastructure fermée et sécurisée qui garantit la sécurité numérique. Ces outils qui vont être donc acquis et déployés visent à doter le Mali d'une administration moderne, efficace et efficiente, mais d'une administration sécurisée. Vous le savez très bien avec les défis qui sont ceux du moment. L'utilisation des adresses .gouv.ml est un moyen sûr d'assurer l'indépendance numérique de notre pays afin d'asseoir une véritable modernisation de notre administration. Plus de 874 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2022 de l'Agence nationale de communication pour le développement. La 11e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANCD examine ce budget, passe en revue les activités réalisées et fait le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Nouhoum Sissoko. Cette 11e session ordinaire de l'ANCD, Agence nationale de communication pour le développement, fait l'état des lieux des activités réalisées pendant l'exercice écoulé, évalue le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 10e session et examine le budget prévisionnel. L'ANCD s'est intéressée au programme d'action gouvernementale de la transition, à imaginer comment faire passer le message à travers des activités courantes, le message sur la portée et la vision de la transition. L'ANCD était également présente aux assises nationales de la refondation. L'ANCD a également magnifié le rôle des femmes et des jeunes dans le cadre de la refondation de l'État du Mali. Elle a également, bien entendu, comme toutes les structures de l'État appelées à réfléchir à cette époque, aux effets néfastes des sanctions illégales, illicites et légitimes imposées par la CEDEAO, l'UMOA et les dirigeants de certains pays frères. La flambée des prix des denrées de première nécessité a été également abordée. Et plus récemment, l'ANCD travaille à accompagner l'armée malienne dans ses conquêtes, dans sa mission, pour faire passer des messages sur la nécessaire stabilité du nord, du centre et de tout le Mali, mais également la proximité entre le peuple malien et son armée et ses forces de sécurité. Donc, concernant l'exercice 2022, le budget prévisionnel de l'agence se chiffre à 874 459 651 francs. Il est peu différent du budget dernier, qui était de 766 762 000 francs CFA, soit une légère augmentation de 14% par rapport à l'année 2021. Pour le ministre, l'ANCD doit poursuivre sa mission de service public pour l'atteinte de ses objectifs dans un contexte marqué par de nombreux défis. Nous avons beaucoup de perspectives
Elle appuie le gouvernement dans toutes ses activités, toutes ses actions de sensibilisation, d'éducation et de communication auprès des populations. La structure est vraiment équipée pour faire face à toutes les requêtes, toutes les sollicitations du gouvernement, en tout cas en matière de communication. L'Agence nationale de communication pour le développement a pour vocation la communication sociale et institutionnelle dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de communication pour le développement. On en vient au grand format de cette édition. Il est consacré à la promotion des langues nationales. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers ses services techniques, s'attelle à sensibiliser la population sur le rôle et les enjeux de nos langues dans la lutte contre l'analphabétisme, mais aussi dans le développement du pays et la cohésion sociale. À la faveur de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ce 8 septembre, la rédaction s'est intéressée au sujet. C'est une signature de Fademba Keïta. 8 septembre 2022, Journée internationale de l'alphabétisation. Les directions en charge de la question au Mali, rattachées au ministère de l'Éducation nationale, se battent pour rehausser davantage le taux qui s'élève à environ 32%. Le contexte dans lequel vit le pays et les ambitions que s'est fixé le gouvernement de la transition justifient le choix du thème « Faire des espaces d'alphabétisation, des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie ». La mise en œuvre de la politique linguistique ou aménagement linguistique dans notre pays s'inscrit dans ce cadre. L'alphabétisation est au centre des préoccupations et surtout des actions menées par le département de l'Éducation nationale. Et à ce titre, il y a 3 grandes directions qui sont dédiées à cet effet. Il y a la direction de l'éducation non formelle et des langues nationales, il y a la direction nationale des ressources de l'éducation non formelle et l'Académie malienne des langues. C'est dans cet élan que la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales a choisi le thème multilinguisme et développement pour une large sensibilisation de la population pour l'alphabétisation d'un grand nombre d'adolescents non scolarisés ou déscolarisés. La première mission, c'est vraiment d'élaborer la réglementation en matière d'éducation non formelle et de veiller à sa mise en œuvre, d'élaborer aussi la politique linguistique sur l'ensemble du territoire national et de veiller aussi à ce que cette politique soit correctement exécutée. Et comme autre mission, la DNFLN doit aussi concevoir en rapport avec tout ce qu'il y a comme partenaire, comme intervenant du non formel et de l'alphabétisation, ça doit concevoir et élaborer le curriculum, c'est-à-dire les programmes de nos CAFé. Les CAFé, c'est les centres d'apprentissage féminin, de nos CED, les centres d'éducation pour le développement, et du CI. Le CI, c'est le centre d'éducation pour l'intégration, parce qu'il n'y en a qu'un au Mali. Donc, nous avons la charge d'élaborer leur programme et de veiller aussi à leur mise en œuvre. Le centre de formation situé dans l'enceinte de la direction est très sollicité par les apprenants adultes. Donc, dernier moment, nani pré-prélatigé, kako kechugo fo, kako ke wati fo, kako ke rofo, ama funu mabamana na cour de semaine. L'apprentissage dans la langue maternelle semble plus facile que dans la langue officielle. La leçon du jour porte sur Sementchalan qu'on appelle en français l'art-verbe. Les apprenants ici, quand on parle de Sementchalan, nous les enseignons, comme son nom l'indique, comment une action se passe. Par exemple, Chorobe Tama Doni Doni, les Doni Doni expliquent comment les vieux marchent. Après cette formation, ils sont tous capables d'écrire des lettres, d'écrire ce qu'ils pensent, de faire des poèmes, même des textes littéraires. À travers la méthode active très vivace, on sent la participation active des apprenants. Le feedback est total. La présence d'un grand nombre au cours prouve que les attestations délivrées après la formation sont source d'emploi ou de revenus. Le multilinguisme ou diversité des langues dans le même pays ou dans la même communauté n'est pas un frein au développement. La division de langue nationale, c'est la division qui s'occupe de la promotion de la langue nationale. Toutes les langues ont aussi leur centre.
et les formations sont planifiées. Est-ce que les attestations leur servent à quelque chose? Ça, c'est un exemple d'attestation. Ça, c'est un exemple. Cette attestation existe dans toutes les langues. Elle permet à nos gens d'avoir un emploi. Dans chaque académie d'enseignement, il y a un centre de formation. Cependant, des difficultés demeurent malgré l'appui de l'UNESCO et d'autres partenaires. Plus une langue est étendue, plus cette langue devient la langue dominante. Donc chaque aire linguistique propose une langue qu'on est capable d'instrumentaliser, qu'on est capable d'écrire, qu'on est capable de faire lire, dont on élabore l'alphabet qu'on propose aux apprenants. La refondation, c'est la reconstruction sur des bases, des valeurs nouvelles, notamment en politique, sur le plan social, économique et culturel. Elle serait difficile, voire impossible, sans les langues ou moyens de communication. La Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales est dédiée à cette cause. Faire en sorte que les enfants qui se trouvent en dehors du système classique ou qui n'ont jamais été à l'école ou qui sont laissés pour compte puissent être éduqués de manière à ce qu'ils puissent plus tard être versés dans le système classique. Chaque langue est donc un patrimoine à protéger comme on protégerait un monument. Elle se définit comme symbole d'une histoire et d'une culture, l'identité, le mode de penser et d'agir, la vision, bref, la civilisation d'une ethnie. Le ministre de l'Éducation nationale informe les candidats, les parents d'élèves, les partenaires de l'école ainsi que l'opinion publique nationale que les résultats du brevet de technicien première et deuxième partie et du certificat d'aptitude professionnelle de la session de 2022 seront proclamés demain vendredi 9 septembre 2022 à 16h. Ces résultats seront disponibles dans toutes les académies d'enseignement ainsi que dans les établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel. Le ministre de l'Éducation nationale précise que toute publication, même partielle, des 10 résultats avant la date et l'heure indiquée sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Échange sur les documents stratégiques du secteur de l'énergie. La rencontre regroupe tous les acteurs impliqués dans le domaine. Ils mettent à jour le document de la politique énergétique nationale, des textes réglementaires et des différentes stratégies nationales des secteurs, des sous-secteurs énergie. Agibou Koulibaly pour les détails. Depuis 2018, un processus de révision des documents de la politique énergétique nationale a été engagé. Ces documents révisés n'ont pas encore fait l'objet de validation. Il s'agit donc à travers cette rencontre de parcourir et passer en revue les différents documents de stratégie avec les acteurs clés. Nous avons voulu dans ce partenariat organiser cet atelier pour plancher sur les documents de la stratégie des énergies renouvelables et de la stratégie de l'efficacité énergétique afin d'alimenter les documents de la politique énergétique qui doit bientôt passer en Conseil des ministres. Quand on parle d'énergie renouvelable, aujourd'hui le Mali c'est un creuset en termes d'énergie renouvelable. On ne peut pas concevoir que dans un pays où le potentiel renouvelable existe, qu'on puisse développer des projets avec d'autres sources de production d'énergie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ce partenariat Amadère-Ayer est plus que souhaité, non seulement pour mettre à l'échelle les projets, mais également pour cheminer dans un autre concept qui est l'usage productif de l'électricité. Cette tribune est aussi une occasion pour les acteurs de renforcer la cohérence entre les textes afin d'avoir un cadre politique et réglementaire clair et de prendre en compte les nouvelles orientations et évolutions majeures constatées. Le premier document de politique avait été adopté en 2006. Donc en 10 ans, il fallait procéder à la lecture. Mais maintenant, avec l'avènement du développement de l'énergie renouvelable, de l'énergie renouvelable, donc nous sommes en train de vivre cette politique pour prendre en compte cette dimension dans la politique. L'objectif global de la politique, c'est de mettre à la disposition de la population malienne une énergie de qualité, durable et à moindre coût, qui contribue au développement socio-économique du pays. Au dire des initiateurs, les recommandations issues des 3 jours de travaux permettront d'avoir un bon document avec les ambitions réalistes, car la nouvelle stratégie des énergies renouvelables prévoit
une forte augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour atteindre environ 20% dès 2025 et 30% en 2034. Les défis sécuritaires, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population pour garantir une paix durable. Le sujet est au centre d'une rencontre à Ségou, rencontre initiée par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et le PNUD. Les détails avec Ramata Konaté et Bakari Traoré. Comment renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population? Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité trace la voie en initiant un atelier à l'adresse des membres du comité consultatif de la région de Ségou. 2 jours d'échanges sont ainsi émaillés de présentations thématiques sur l'état de la situation sécuritaire au Mali, l'évolution du concept sécurité, l'architecture nationale de sécurité, des pistes de solutions pour renforcer la sécurité, entre autres. Cet atelier vise l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans la région à travers une démarche inclusive et participative au sein du comité consultatif de sécurité. À travers cet atelier, une opportunité s'offre aux chefs de service, autorités politiques et administratives, représentants de la société civile, militaires et paramilitaires de la région de renforcer la confiance et la collaboration entre eux en vue d'une paix durable. Aujourd'hui, comme jadis, nous sommes condamnés à marcher ensemble, à lutter ensemble et à réussir ensemble cette noble tâche que l'histoire attend de nous, à savoir la libération du pays de ses forces obscurantistes. Les experts vont nous entretenir sur les meilleures façons de coproduire la sécurité sans être exposés. Vous comprendrez alors que l'événement du jour est d'une importance capitale, surtout pour la cité des Balanzans qui fait face à des menaces complexes. Ces échanges facilités grâce à l'appui financier du PNUD viennent à renforcer les connaissances des membres du comité consultatif de la sécurité dans l'exercice de leur mission d'appui conseil au gouverneur de Ségou. À Mopti, vulgarisation de la nouvelle loi électorale, c'est dans le cadre des journées citoyennes qui se tiennent dans la région. L'initiative mobilise la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition forçate civile, le mouvement Mali qui bouge et le collectif des organisations jeunesse et femmes de la société civile. Aminata Touré. Après l'étape de Banyangara, la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition forçate civile, en collaboration avec le mouvement Mali qui bouge, le collectif des organisations jeunesse et femmes de la société civile de Mopti et l'Alliance Nouvel Espoir de Mopti est à Mopti pour une rencontre de partage sur la nouvelle loi électorale. Une loi promulguée par le président de la transition le 24 juin dernier. Nous venons vers nos frères et nos sœurs des organisations et des groupements qui sont à travers le pays pour leur dire exactement, sans parti pris, qu'est-ce qui est écrit dans cette loi-là, pour qu'ils s'en approprient et pour que, fort de toutes les informations qu'ils auront, qu'ils puissent participer pleinement à tout le processus électoral. Cette rencontre a permis d'échanger sur le contenu de la nouvelle loi électorale, les modifications et les innovations apportées. Les participants ont aussi mis ce cadre à profit pour réitérer leur soutien aux autorités de la transition. Le citoyen qui s'acquitte de ses devoirs a comme premier devoir le vote. Et justement, aujourd'hui, la forçate civile est là pour apprendre à nous tous citoyens ce droit de vote à travers la promulgation de la loi électorale. Et espérant effectivement sur l'interactivité des échanges, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de cette journée citoyenne. Cette nouvelle loi qui contribue à créer une base solide pour la refondation du Mali nouveau va régir les prochaines échéances électorales au Mali. Deuxième édition du congrès de la jeunesse chrétienne évangélique du Mali. C'est un rendez-vous spirituel et d'échange sur la vie de la nation. Fademba Keïta. Une semaine d'échange sur la vie spirituelle, la paix et le vivre ensemble, comment on peut appuyer les nécessités
et jouer un rôle efficient dans la refondation totale entreprise par le gouvernement de la transition, ce sont entre autres activités phares de ce deuxième congrès ordinaire de la jeunesse chrétienne évangélique du Mali. Les méditations et réflexions ponctuées de prières et chants de la chorale doivent aider les congressistes à mieux analyser le thème de cette édition, à savoir « Es-tu prêt pour l'enlèvement de l'Église ?» C'est aussi un espace d'échange autour de la parole, mais surtout un échange de partage autour des problèmes de notre société, de notre pays, et qui nous intéressent, qui nous impliquent tous. Nous allons continuer à intensifier l'esprit de la prière pendant cette session. Nous allons parler surtout de la reconstruction des départs de vie ratés. Cet événement, à la fois croyant et patriotique, considère Jésus-Christ de Nazareth comme étant le mieux placé pour nous donner le salut. C'est un espace d'enseignement, de formation et de préparation à la citoyenneté. La construction du Mali Koura passe forcément par ce chemin aussi. Les autres thématiques qui sont choisis à cette édition renforcent cette vision et cette détermination des responsables de la jeunesse chrétienne évangélique au Mali. Il s'agit de construire un Mali émergent, uni et laïque, basé sur l'enseignement des valeurs religieuses et culturelles, de l'honneur, de la dignité, du respect de la parole donnée. Les 12 commissions, toutes de l'association, chargées d'organiser le présent congrès, invitent les Maliens en général et les chrétiens en particulier à se rappeler la bonne école de transmission des valeurs morales et spirituelles qui incarnaient nos communautés d'hier, fierté d'antan du Soudanais. Marché de l'UEMOA, le Mali lève plus de 200 milliards de francs CFA, un emprunt obligataire au taux de 6,20% pour une durée de 10 ans. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La chronique, un jour, une formule tente d'expliciter un concept touffu pour le commun des mortels, emprunt obligataire. Souri Ibrahima Keïta. Actualité oblige, le récent cas malien en est une parfaite illustration. Montant 207,5 milliards, représentant 20 millions d'obligations pour une valeur nominale de 10 000 francs CFA l'unité, avec un taux d'intérêt annuel de 6,20% pour une durée ou maturité de 10 ans. Voilà qui donne des vertiges aux non-initiés. Et pourtant, un emprunt obligataire, par définition académique, c'est un instrument financier émis par une personne morale. Soit cette personne morale peut être soit une entreprise publique, une entreprise privée, un État ou une collectivité publique. Quand c'est auprès de plusieurs prêteurs, on parle d'emprunt obligataire. Et ces souscripteurs sont aussi appelés obligataires. Et ces prêteurs peuvent être des personnes physiques, peuvent être des personnes morales, peuvent être des banques, des assurances, des organismes socio-professionnels, etc. Donc, et ça peut être aussi des investisseurs et de la sous-région et aussi à l'extérieur de la sous-région. L'opération a pour objet la mobilisation des ressources afin d'assurer le financement de certains investissements prévus au budget de l'État. Généralement, les charges budgétaires sont supérieures aux ressources budgétaires, et ce qui amène un déficit public. Et ce déficit public doit être financé par la dette publique. Et généralement, les États vont sur le marché des capitaux. Et vous savez que dans notre sous-région, c'est de l'Union monétaire ouest-africaine. Donc les États vont se refinancer sur le marché des capitaux. Et les emprunts obligataires font partie des instruments qui sont mis à la disposition des États pour financer leurs activités. Cependant, il y a des conditions pour y accéder. D'abord, il y a l'obtention d'un visa de la part du régulateur, la désignation d'une société de gestion et d'intermédiation pour conduire l'opération auprès du régulateur, la production d'une note d'information sur l'opération qui donne tous les détails, les montants, la durée, le taux. Donc cette note d'information va donner toutes ces informations sur l'opération parce que c'est destiné au public investisseur. Et enfin, il y a la production d'un certain nombre de documents et de renseignements concernant l'émetteur. Les modalités de paiement
sont définis à l'avance, parce que c'est un prêt, et l'État du Mali s'engage à rembourser sur 10 ans aux conditions définies dans cet emprunt obligataire. Qui parle d'emprunt obligataire déjà parle d'obtention de financement à long terme. Et pour un emprunt obligataire, très souvent, c'est là où j'ai parlé de la note d'information. La note d'information devrait indiquer même les secteurs dans lesquels l'État envisage d'investir ses fonds. Cependant, un État, tu peux mettre aujourd'hui que tu veux financer ça, mais à l'arrivée des sous, peut-être qu'il y a d'autres besoins. Le régulateur qui est le conseil régional de l'épargne et des marchés financiers ne va pas jusqu'à suivre où vont les fonds. C'est un État qui, comme chaque État, qui est censé être véritablement responsable, qui a levé des fonds pour qui a annoncé les secteurs dans lesquels il veut investir ses fonds, mais le régulateur ne va pas jusqu'au suivi de la dépense faite de ces fonds. Après tout, celui qui rembourse en dernier, c'est l'État qui rembourse. Finalement, les emprunts obligataires, c'est pas moins de 10 milliards et il faut au moins 100 investisseurs. Pour lever le lièvre, l'emprunt obligataire, il faut bien se lever tôt. En fait, bien ficeler un dossier béton. Car si l'emprunt obligataire n'est pas obligatoire, il reste une opportunité qui offre une bouffée d'oxygène, surtout pour qui traverse le désert où se trouve fauché au cordon de la bourse. Moins de 10% de la population active malienne est couverte par un régime de sécurité sociale. Parmi les effectifs couverts, environ 500 000 sont inscrits et bénéficient des prestations de l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, une base que l'entreprise compte élargir à travers la sensibilisation, mais aussi la lutte contre la fraude, sujet évoqué par l'invité de la semaine, le directeur général de l'UNPS, Ousmane Karim Koulibaly, extrait de son entretien avec Yaya Kounati. Vu le potentiel de la population active, les derniers recensements ou les dernières données disponibles montrent qu'il y a plus de 7 millions d'actifs, y compris les travailleurs du secteur informel. Ces 7 millions d'actifs, ça veut dire que les régimes classiques, les régimes de base dont nous faisons partie, on est censé aller puiser dans cet effectif-là. Mais figurez-vous qu'à l'INPS, on a moins de 500 000 inscrits par rapport à cet effectif. Donc c'est dérisoire. Et tout régime confondu, on couvre à peine 10% de notre potentiel. Donc on n'est pas satisfait. Mais qu'est-ce que vous faites pour améliorer ? On fait de la sensibilisation. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fraude. Les gens font de la sous-déclaration, soit ils ne déclarent pas tous les effectifs, soit ils ne déclarent pas l'ensemble des éléments soumis à cotisation. Pour prévenir cette situation, nous nous sommes organisés de sorte qu'on puisse avoir des agents itinérants sur le terrain qui vont auprès de ces entreprises contrôler si ces entreprises ont régulièrement respecté la législation en matière de recouvrement des cotisations sociales. L'invité de la semaine à suivre après l'émission PMU Mali. Et en image, grande émotion au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II s'en est allée après un règne de plus de 70 ans. La monarque est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans dans son château écossais, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Le drapeau britannique est mis en berne sur le palais et sur l'ensemble et à travers donc le pays, à savoir le Royaume-Uni. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 23h avec Abdul Karim Kaba. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.